Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir pour partager ce webinaire sur le programme de l'Executive Master Management d'une unité stratégique. Je vous propose d'attendre encore quelques instants avant de commencer notre présentation, le temps que tout le monde soit connecté. Donc là, je ne sais pas... Donc, c'est bon, je pense que tout le monde est connecté. Nous allons pouvoir commencer. Merci à tous d'avoir accepté cette invitation pour ce webinaire. L'objectif de cette session est de vous faire découvrir cette formation diplômante qui permet à nos participants de renforcer leur leadership et leur capacité entrepreneuriale. Cet événement, c'est aussi l'occasion de vous présenter en avant-première les nouvelles évolutions du programme. Alors, tout au long de la présentation, vous allez pouvoir poser vos questions. Nous reviendrons à la fin de la session pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Alors, je suis Christine Colombe, conseillère formation sur cette formation. Pour co-animer cette présentation, nous avons avec nous Christopher Hogg, qui est professeur à HEC Paris et directeur académique du programme. Nous avons aussi la chance d'avoir avec nous ce matin Marc Nourry, diplômé 2018, alumni d'HEC, qui pourra témoigner de son expérience à HEC et qui pourra aussi répondre à vos questions. Voilà, alors nous allons commencer cette présentation tout d'abord avec un peu d'histoire. Voilà, sur HEC, fondée en 1881 par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. HEC est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses grandes écoles de commerce françaises. La mission d'HEC est double, former une diversité de profils à haut potentiel rigoureusement sélectionnés et participer activement à la production de nouveaux savoirs en management. Alors, chaque année, le Financial Times publie un classement des meilleures institutions en management et HEC est classé parmi les meilleures business schools, les leaders mondiaux de l'executive éducation. Depuis 10 ans, nous sommes parmi les meilleurs du monde en executive éducation. Alors, ce qui fait la renommée d'HEC, c'est aussi l'excellence des professeurs. Le corps professoral est au cœur de la création et de la diffusion des savoirs d'HEC. Forte de plus d'une centaine d'enseignants-chercheurs, la faculté mène des travaux internationalement reconnus dans toutes les grandes disciplines du management. Et HEC, c'est aussi 50 000 diplômés dans le monde. Voilà. Je voulais parler aussi des rankings, mais c'est pas grave. Alors, l'équipe... Ah oui, les rankings. Voilà, donc cette slide, c'est un récapitulatif des rankings de l'executive éducation via le Financial Times, Fortune Global, The Economist, et notamment sur le réseau de l'Executive Community qui comporte plus de 7000 membres et qui est reconnu par The Economist comme le meilleur réseau d'alumni au monde. Voilà. Alors, ce qui fait l'executive master management d'une unité stratégique, c'est aussi une équipe avec Christopher Hogg, directeur académique des programmes de Paris, Abidjan et Nouméa. Claudine Chocteau, directeur associé pour tous les executive masters et les certificats exécutifs. Et Angela Braga, qui est la responsable de ce programme et qui suit les participants tout au long de l'année pendant leur formation. Alors, pourquoi faire un master spécialisé? Quels sont les points forts? Alors, c'est tout d'abord un diplôme en management de niveau Bac+5 accrédité par la conférence des grandes écoles à destination de dirigeants, cadres, responsables fonctionnels ou opérationnels, décidés à enrichir leur expertise et à renforcer leur expérience managériale.
Ce sont des formations adaptées aux contraintes professionnelles. Au rythme d'une semaine par mois, les participants peuvent continuer à avoir leur activité professionnelle tout en suivant le programme. Le fait de faire un executive master à HEC n'est pas anodin. C'est une expérience mûrement réfléchie à un moment de sa carrière. Les participants qui sont là pour prendre du recul, de la hauteur, accéder à de nouvelles fonctions, réfléchir à de nouveaux projets au sein de leur entreprise ou à titre personnel. Il y a aussi la thèse professionnelle qui est vraiment un des points forts de la pédagogie. Pendant plus d'un an, les participants vont pouvoir travailler sur une problématique de leur entreprise ou sur la création de leur propre entreprise. Ils seront suivis sur ce projet pendant plus d'un an par un professeur d'HEC qui sera leur tuteur de thèse et qui va les accompagner jusqu'à la soutenance en avril de l'année N+1. Lorsque l'on fait un master aussi, lorsque vous faites un master, un executive master, vous accédez immédiatement au réseau des 50 000 alumni dans le monde. Et bien sûr, vous pouvez aussi bénéficier de tous les services offerts aux alumni, tels que des formations, des conférences. Voilà. Alors, les objectifs pour les participants qui sont dans ce master, bien sûr, c'est monter en puissance pour accéder à de nouvelles fonctions managériales, pour booster votre carrière, valider vos acquis sur le terrain, appliquer sur le terrain et accéder à de nouvelles compétences, de nouveaux outils que vous allez pouvoir mettre en place dans vos unités. Développer vos aptitudes de dirigeant par une approche transversale et généraliste de l'ensemble de votre business unit et améliorer votre leadership et vos capacités à agir sur vos réseaux de partenaires internes et externes. Donc voilà, j'en ai fini avec la présentation des Executive Masters en général et l'Executive Master Management d'une unité stratégique. Je laisse la parole à Christopher Rogue qui va vous présenter le programme. Bon, bonjour, donc Christopher Roch, je suis le professeur affilié à HEC et directeur académique du programme. Alors, je vois que vous êtes une quinzaine à nous écouter. N'hésitez pas à utiliser la fonction dans Zoom Converser et poser toutes les questions que vous voulez pendant la présentation pour que ce soit le plus interactif possible. Que ce soit vos objectifs propres ou toute question que vous avez par rapport au programme. On a l'habitude, HEC en cours, Marc, qui était dans pas mal d'amphis avec nous, d'être très interactif, donc surtout, n'hésitez pas. Donc, la mission pédagogique du programme, c'est vous accompagner, manager, cadre dirigeant, en charge d'unité stratégique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce programme, qui s'appelle donc Management Unité Stratégique, va prendre comme parti pris pédagogique à chaque fois de vous mettre dans les chaussures d'un dirigeant. Alors, d'un dirigeant, ça peut être votre propre entreprise, ça peut être un projet entrepreneurial, ça peut être la filiale d'un grand groupe, ça peut être la direction d'un PNL, mais à chaque fois, on va vous aborder et vous considérer comme dirigeant d'un business. Donc, c'est vraiment le parti pris de ce programme. Alors, pour ça, la mission, c'est en fait le contrat pédagogique que HEC, à travers moi, va avoir avec vous. C'est ça qu'on doit vous délivrer. Donc, c'est consolider vos aptitudes et votre leadership à une approche transversale et généraliste du management. Donc, on verra un peu comment on le fait à travers le programme. Donc, l'idée, c'est pas être un multi-expert, c'est pas être à la fois un directeur financier, un directeur commercial et marketing, un DRH. C'est vraiment de comprendre l'ensemble des éléments qui nous permettent de piloter une entreprise. Même si on peut venir soi-même d'un background plutôt ingénieur, plutôt opérationnel, plutôt terrain, plutôt financier ou commercial. Lorsqu'on va prendre la tête de son business, il va falloir avoir une vision transversale et généraliste. Alors, c'est particulièrement important dans les temps actuels, qui demandent beaucoup d'agilité, puisque plus on a une vision transverse, plus on peut faire évoluer son entreprise en période de crise. En revanche, plus on a des organisations en silo, verticalisées, plus souvent il est difficile d'être agile.
et donc beaucoup, hein, étant moi-même chef d'entreprise, on sait qu'aujourd'hui c'est difficile et l'agilité est un point qui est important pour nous tous. Troisième point, qui est un point qui va à chaque fois qu'on va retrouver, quels que soient les cours et les approches que l'on a, c'est la notion de création de valeur de l'unité stratégique. Alors, création de valeur pour les actionnaires, pour vous en tant que dirigeant, pour votre conseil de direction, pour vos collaborateurs, hein, pour vos clients, bien sûr. Hein, ça, HEC, c'est une école de commerce, hein, donc on va toujours regarder quelle création de valeur on fait pour les clients, mais aussi pour nos fournisseurs, pour nos partenaires, et bien entendu pour l'environnement et la communauté dans lequel on exerce nos fonctions, hein, que ce soit l'environnement naturel et les communautés sociales dans lesquelles on agit. Quatrième point, c'est renforcer les facultés à travailler en équipe. Alors, ce travail en équipe, évidemment, il y a des méthodes, l'intelligence collective, il y a plein d'aspects qu'on partagera, mais il y a aussi le format pédagogique du parcours. On est amené énormément à travailler en équipe, et Marc nous en dira un mot, mais la bienveillance et l'exigence que vous avez entre vous créent des dynamiques au sein d'une promotion qui sont extrêmement fortes. Hein. Donc, évidemment, on travaille tous en équipe, hein, dans nos entreprises, mais vous verrez que le travail en équipe au sein du master est souvent à la fois efficace et en tout cas surprend beaucoup de participants par son dynamisme et par sa richesse. Et puis, dernier élément, dans un monde où on parle d'agile, d'innovation, c'est évidemment de développer son comportement entrepreneurial dans son unité. Et donc voir qu'est-ce que peuvent nous dire à la fois les dernières évolutions en termes de management, les dernières expériences, les derniers benchmarks, pour améliorer le comportement entrepreneurial dans son unité et son propre leadership. Donc ça, c'est les missions pédagogiques. Donc, vous avez des questions par rapport à ça, mais c'est ce qui va structurer ce qu'on va voir après, c'est-à-dire le programme tel qu'il est bâti. Alors, le programme tel qu'il est bâti, il est bâti en 3 certificats. Donc, c'est 9 modules. Les modules font en moyenne 4 jours. Donc, vous avez 9 fois 4 jours. Il y a un module qui fait 5 jours, mais là, voilà. Donc, on est sur 37 jours de programme. Je reviendrai sur ce qui est en bleu, hein, le stage GIGN qui est optionnel juste après. Donc, le premier certificat, on est vraiment sur l'approche transverse, c'est définir et mettre en place la stratégie de sa business unit. C'est vraiment comment faire fonctionner un comité de direction. Alors, ça s'adresse là, ce certificat, aux gens qui vont diriger un business, puisque c'est évidemment la personne qui va diriger le business qui va piloter son comité de direction, mais également à toute personne membre du comité de direction. C'est-à-dire que on peut très bien être membre du comité de direction en ayant une compétence et une excellence RH, comme commercial encore une fois. C'est vrai que de temps en temps, lorsqu'on va apporter les parties financiers et que le DAF va parler, tout n'est pas extrêmement clair. Or, dans un comité de direction, tout doit être clair. On ne peut pas faire d'impasse. Donc, il faut qu'on ait les outils transverses qui permettent à l'ensemble des membres d'un comité de direction de bien partager tous les mécanismes qui vont permettre à l'entreprise de créer de la valeur. Donc, ça, c'est extrêmement important pour avoir des comités de direction qui soient dynamiques. Alors, ça veut dire quoi en termes transverses? On va revoir, mais c'est gros le moment. On va voir tous les éléments, marketing, finance, stratégie, supply chain, RH, négo, qui permettent à une entreprise de définir sa stratégie. Donc ça, c'est 3 modules qui ont lieu en janvier, février et avril. La deuxième partie après du programme, qui est un autre certificat, après je vous expliquerai un peu la différence entre master et certificat, qui est un autre certificat, lui va se centrer sur l'exécution de la stratégie de sa business unit. Les études montrent en règle générale entre 60 et 75% des échecs stratégiques ne sont pas liés à des problèmes de définition de la stratégie, mais sont liés à des problèmes d'exécution de la stratégie. C'est en fait plus facile de définir sa stratégie que de l'exécuter. Donc là, on va commencer par comment on pilote l'exécution. Alors, ce n'est pas simplement un contrôle de gestion. Évidemment, on va faire de la performance économique, regarder les dérives économiques par rapport à l'application de la stratégie. Mais on va regarder aussi comment on a aligné l'ensemble de ses collaborateurs, comment on a partagé ses objectifs, ses valeurs, et comment on fait en sorte que la stratégie soit bien exécutée. Ça, il y a un premier module. Après, j'en parlerai, il y a des électifs, et puis on va le mettre en place dans un business game, donc j'en parlerai également. Donc, on va centrer là pendant 3 modules réellement sur le pilotage de la stratégie de sa business unit. Et on terminera ce voyage pédagogique en se centrant plus sur vous. C'est-à-dire, évidemment, on aura des connaissances, mais c'est vous, comment vous êtes en tant qu'entrepreneur. Donc, on regardera quels sont les types d'entrepreneuriat, les nouvelles donnes de l'entrepreneuriat d'aujourd'hui. Donc, comment soi-même, on va insuffler
de l'entrepreneuriat au sein de ses équipes, comment on se comporte soi-même en termes de leadership. Donc, l'idée n'est pas simplement de comprendre académiquement ce que la théorie nous dit sur le leadership, mais c'est bien de se l'appliquer à soi-même. Alors, c'est particulièrement vrai aujourd'hui, en période de crise. Lorsqu'on est patron d'un business, on n'est pas commentateur, donc évidemment, on a ses avis. Est-ce qu'il y a une deuxième vague, pas de deuxième vague, mais après, il y a des équipes qui doivent vous faire confiance. Et lorsque le milieu est incertain, donc on dit volatile, incertain, agile, il nous faut des personnes qui donnent du leadership à leurs équipes pour les guider. Alors, pas parce qu'ils ont la science infuse, parce qu'ils sont capables de réunir leurs collaborateurs, définir avec eux de façon collaborative des stratégies et donner envie et donner du sens à soi et à ses collaborateurs. Donc ça, c'est la partie leadership. Et puis, on abordera également une partie qui est une vision à long terme. Alors, long terme, ça peut être 5-10 ans, là aussi. On ne peut pas se contenter de dire qu'il faut être agile et sans arrêt refaire son business model et pivoter tous les mois, parce qu'on va avoir à ce moment-là beaucoup de burn-out dans nos entreprises, et puis il va falloir donner de la perspective, puisque des gens vont s'engager avec nous dans nos entreprises, ils peuvent peut-être déménager, nous accompagner sur les nouveaux territoires, engager leur carrière et leurs compétences avec nous, donc il faut leur donner des visibilités à 5-10 ans. Donc comment on donne ces visibilités, comment on les construit, et c'est justement parce qu'on est dans un monde qui est de plus en plus volatile, que la capacité de construire des visions à moyen long terme devient une vraie création de valeur. Voilà, c'est la dernière partie du module. Ça, c'est la partie académique. Je vais juste m'arrêter avant de défiler la partie académique sur quelque chose qui est optionnel, qui est un partenariat que l'on a avec le GIGN, qui est en fait dans l'aspect de leadership. On a un stage de 2 jours et demi qui est fait avec les équipes de formation du GIGN, donc par les gens qui forment les entrants du GIGN, qui est une expérience extrêmement riche, puisqu'on va travailler sur la gestion du stress. Donc, on va mettre les équipes en stress et comment une équipe réagit par rapport à ça et reste soudée par rapport à ça. Alors, c'est souvent des enseignements très forts, puisqu'on va non seulement adresser l'intellect, ce qu'on fait pendant le cursus, l'émotionnel, ce qu'on fait également pendant le cursus, mais là, on va également impliquer le corps, puisqu'il y aura des exercices physiques, sans être extrêmement sportifs, mais ça permet probablement d'ancrer encore plus des notions comme la solidarité, des notions comme l'entraide, lorsqu'on est sur des situations de stress et qu'on a engagé non seulement notre esprit, nos émotions, mais également notre corps. Donc, c'est quelque chose que je vous conseillerais de faire. Ça permet, alors on le fait souvent une fois qu'on a déjà bien engagé le module, pour que c'est bien et c'est une très belle résonance avec l'ensemble du programme. Alors, si je détaille certificat par certificat, ce programme, en fait, on peut l'aborder d'un seul tenant, c'est-à-dire s'engager sur un master, qui est un programme diplômant, qui permet d'intégrer la communauté internationale des alumni d'HEC, donc le réseau d'HEC avec 50 000 personnes dans le monde, qui est donc un des réseaux considérés comme l'un des plus intéressants dans le monde. Ça, c'est le programme. C'est-à-dire, si vous rentrez dans un programme diplômant, il y a un entretien de sélection. Christine y reviendra à la fin. Chaque module, évidemment, donne lieu à des notes. Et puis, il y a une thèse professionnelle à la fin qui fait que vous obtenez un diplôme. Et pour avoir ce diplôme, c'est 9 modules. Ça, c'est l'engagement majeur qui est ressortir avec un diplôme HEC master. Il y a la possibilité aussi de suivre uniquement un certificat. Ce qui peut être, pour certains, plus facile en termes de gestion de son temps, et également au niveau budgétaire en fonction de ce que vous êtes prêt à investir chacun dans cette formation. Donc là, on a 3 modules. À la fin, on est certifié, on n'est pas diplômé. Ça veut dire quoi être certifié? C'est-à-dire qu'on certifie que vous avez suivi une formation HEC. Mais on va aller au-delà. Ce n'est pas simplement un certificat, c'est une possibilité après de capitaliser. C'est-à-dire que vous avez la possibilité après de dire j'ai fait ce certificat, l'année suivante j'en fais un deuxième, ou je veux rentrer dans un programme diplômant. Donc vous pouvez garder, c'est pour ça que ce sont des certificats qui sont notés et évalués, puisque vous pouvez utiliser ces blocs de certificats pour entrer dans un programme diplômant dans un bon temps. Donc, c'est pas, voilà. Donc les choix peuvent être je fais qu'un certificat parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est ce sujet qui m'intéresse
dans cette problématique-là, je fais un certificat dans l'optique de rentrer dans un programme diplômant derrière. Donc ça, c'est vraiment votre choix. Alors, encore une fois, le must général, c'est définir et mettre en place la stratégie de cette business unit. Dans un amphi, vous vous retrouverez avec des gens qui sont membres d'un comité de direction au niveau d'un business. Donc, on n'est pas forcément dans un état-major siège, on est vraiment dans un état-major d'un business qui a son propre BNL. On n'est pas dans l'état-major de la holding, on est dans l'état-major d'un business. À l'intérieur, on va avoir donc des gens qui, comme la majorité de ceux qui suivent ce programme, ont une volonté ou pilotent déjà un business en tant que dirigeant. Mais encore une fois, on va trouver également des personnes qui seront membres du comité de direction de ce business. Le module 1 et 2 qui vont ensemble, c'est vraiment, premièrement, analyser, comprendre et maîtriser les enjeux internes et externes pour fixer les stratégies, puis après, fixer la stratégie et le plan d'action des business units. Et en module 3, mobiliser les équipes internes et externes. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder dans ce programme-là? On va regarder évidemment la stratégie. La stratégie est un élément, la stratégie est l'élément qui n'est pas délégable. C'est-à-dire qu'un dirigeant d'un business est responsable et accountable pour la stratégie. Il ne va pas la définir tout seul, il va la partager avec son comité de direction. Mais donc la part stratégique va être la partie lourde, c'est qu'est-ce que nous dit la stratégie aujourd'hui. On va voir toutes les approches stratégiques, on verra dans le programme, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la stratégie, entre porteurs, mais il y a également toutes les stratégies qu'ont les entreprises plus innovantes, que ce soit Business Canva, que ce soit Odyssée 314, que ce soit l'Océan Bleu. Donc on verra tous les types de stratégies. Est-ce qu'on a une stratégie par la valeur, une stratégie par les coûts, une stratégie par la différenciation, une stratégie de niche. Donc déterminer la stratégie de la business et comment on le fait évoluer. On verra également toute la partie financière. Alors là, il y a une exigence, c'est quel que soit votre background, il n'est pas possible d'être dirigeant sans maîtriser les principaux ratios financiers, les seuls intermédiaires de gestion, ce qu'ils veulent dire. Alors, de temps en temps, c'est exigeant pour certains, parce que certains n'ont pas un background financier, mais on ne doit laisser personne sans compréhension de ce qu'est un bilan, de ce que c'est un compte de résultat et comment ils sont construits. Donc là, in fine, à la fin de ce module, on doit avoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, la partie financière va sanctionner la stratégie, c'est-à-dire va déterminer si on a réussi ou pas à atteindre les objectifs, d'une part, et puis d'autre part, va nous donner les moyens de notre stratégie, c'est-à-dire quelle est notre capacité à créer du cash flow, quels sont les besoins de financement que l'on a. Voilà, on peut avoir d'excellentes stratégies et chuter pour des problèmes de trésorerie parce qu'on n'a pas bien mis en place ces plans de financement. Donc, la partie financière. Évidemment, la partie marketing et commerciale, puisque une entreprise se définit par la création de clients, par la création de valeur que vous apportez auprès de vos clients. Alors, c'est vrai que les startups au démarrage n'ont souvent pas de clients, puisqu'il n'y a pas de chiffre d'affaires, mais au minimum, il y a le business plan de la création de valeur, c'est-à-dire qu'il faut au minimum pitcher la valeur qu'on va créer demain auprès des clients. Et donc, on va déterminer le marketing, que ce soit un marketing de startup ou un marketing de boîte en place, comment on crée de la valeur, et avec l'hypothèse de bon sens, plus je crée de la valeur auprès de mes clients, plus je suis capable d'en capter pour mes employés, mes collaborateurs, mes actionnaires et moi-même. Donc, on va travailler évidemment sur cette partie. Donc, ça, c'est vraiment les deux premiers modules. Pour faire ça, on a besoin de collaborateurs qui soient motivés. Donc, on verra sur le module 3 toute la partie RH, avec tous les problèmes de garder des talents, donc avec tous les aspects générationnels aussi, c'est-à-dire comment on fait pour avoir les bons talents avec nous, ceux qui nous font progresser, puisque une organisation qu'on pilote, c'est le fruit de talents qu'on assemble, qui n'est pas forcément évident à mettre en place. Donc là, et si on est une business unit d'un grand groupe, comment on fait pour que les talents de ce groupe ont plutôt envie d'aller dans ma business unit pour progresser avec moi, plutôt que d'aller ailleurs. Donc voilà, ça peut être talent externe et interne. Et puis tout ce qui est supply chain, puisqu'on est de plus en plus, on est dans des entreprises de réseau, donc comment on gère sa supply chain, quels sont les arbitrages entre optimiser sa supply chain et puis avoir également une supply chain résiliente. On l'a bien vu avec la crise du Covid, on peut avoir des supply chains qui théoriquement sont optimisées, mais s'il y a des ruptures, des fermetures de frontières, tout d'un coup, la supply chain s'arrête. Donc, quels sont les arbitrages entre optimisation, résilience, valeur client, puisque ce n'est pas simplement une supply chain améliorer les coûts, mais c'est déterminer le financement et c'est les valeurs de service qu'on va apporter à nos clients. Donc ça, c'est vraiment le premier certificat avec une logique qui est très transverse. Je ne sais pas, Marc, tu peux peut-être en dire quelques mots, toi qui a suivi ces 3 modules, hein?
Oui, effectivement. Alors, bon, pour me présenter brièvement, moi je travaille chez Honda à Orléans, donc je suis dans l'industrie, puis j'ai une carrière, enfin j'ai une origine, on va dire, ingénieur. Donc dès le premier certificat, c'est vrai que j'ai été confronté à des notions que je connaissais pas du tout. Mais comme la curiosité était là, c'était intéressant. Et c'est vrai que tout ce qui est notion de stratégie, donner du sens, de tracer la route, et Dieu sait qu'aujourd'hui, on comprend bien, on nous en parle tout le temps, de dire les gens veulent du sens, etc., comme si c'était une nouveauté, mais c'est quand même très, très important de, voilà, quand vous dirigez une BU, un service, une entreprise, effectivement, d'avoir une idée très claire de là où vous voulez aller, parce que quand on vous pose la question, il faut être capable de ne pas hésiter. Derrière ça, effectivement, il y a l'aspect financier, et là encore, moi, par mon background, j'ai eu aucune formation financière, j'ai appris sur le tas dans l'entreprise. Et j'ai beaucoup apprécié dans le cadre de ce module-là. Bon, l'intervenant est top. Et c'était marrant de voir finalement, comme dans la promo, il y avait un certain nombre de directeurs financiers qui apprenaient des choses, quoi. Donc ça, c'était très, très important de voir que finalement, personne n'a l'ensemble des clés pour orienter l'entreprise et la faire avancer, et que tout le monde apprend. Donc c'était voilà, c'est vrai que c'est un peu la clé de voûte. Vous dirigez, donc vous devez savoir où vous allez, et puis de quelle manière ça engage l'entreprise, notamment financièrement, humainement, etc. Donc pour certaines personnes, c'est une remise à plat de certaines choses. Pour d'autres, c'est une découverte totale. Dans tous les cas, on plonge dans le bain directement, et c'est vraiment la base de tout le programme qui va suivre. Voilà. Merci Marc. Oui, un point, je te remercie du point que tu soulevais sur le directeur financier qui apprend des choses. En fait, si vous voulez, on ne va pas regarder la finance dans comment on construit un compte de résultat. C'est bien le directeur financier, le contrôle de gestion qui va nous donner. On va regarder comment on analyse. Donc en fait, souvent le directeur financier, ce qui l'intéresse dans cette partie-là, c'est de comprendre comment on utilise les ratios pour définir une stratégie et piloter une entreprise. Donc ce n'est pas la constitution, évidemment, on va revenir à comment c'est constitué pour comprendre comment on le fait. Les questions, ce n'est pas de faire, c'est de voir en quoi ma contribution en tant que DAF est essentielle à la définition de la stratégie de l'entreprise. Et on va voir ça également au niveau marketing, au niveau commercial. On n'est pas simplement dans l'exécution des plans d'action, ça on va le voir dans le module juste après, mais on est dans la définition du plan d'action et de la stratégie, et donc du coup, ça donne de la perspective et de la profondeur à ce qu'on fait. Et donc, c'est vrai que je pense sur des DAF, mais moi qui ai été directeur commercial dans l'ancienne vie et directeur marketing, c'est la même chose. C'est-à-dire que dès que vous rentrez dans une phase de direction générale, ça donne de la perspective et du temps. Et donc, du coup, ça ouvre beaucoup de choses, donc on apprend beaucoup de choses. Le deuxième certificat, alors le premier certificat commence en janvier, donc c'est la rentrée, je crois que c'est le 14 janvier, donc en janvier, on va commencer ce premier certificat. Le deuxième certificat commencera en mars, et donc il est sur piloter la stratégie de sa business unit. Alors il est en 3 temps. Le premier, on est vraiment sur la stratégie est déterminée, comment on la met en œuvre. Donc c'est un module 4 qui est assez dense. Alors c'est des modules de 4 jours. Ça, c'est un élément, c'est des modules où il faut être pleinement l'esprit libre dès que vous êtes à HEC avec nous. De toute façon, vous verrez, c'est assez dense. C'est important de façon de s'organiser, donc il va falloir déléguer lorsque vous êtes avec nous, parce qu'on ne pilote pas son entreprise en amphi. Ça, c'est important. Je vous le dis parce que dans ce module-là, on va travailler en groupe et on va créer un peu de pression sur chaque groupe dans des exercices de pilotage. Alors, les groupes vont faire quoi? Ils vont avoir des stratégies et déterminer des écarts. Alors, comment on gère les écarts? Ça, c'est piloter la performance. On verra plusieurs approches qui ont été développées par des profs d'HEC, que ce soit la balance scorecard, OVAR, c'est-à-dire comment on va transformer la stratégie en outil de pilotage, en délégation de valeurs, en délégation d'objectifs, en variables, et comment on va réagir par rapport aux écarts. Donc, il y a un contenu, évidemment, quand même performance économique. Donc,
Sur la partie financière, du coup, il va falloir quand même être up-to-date par rapport à ça, ce qui normalement est le cas. Et donc, on va vous mettre un peu sous pression et déterminer comment on s'assure qu'on exécute correctement la stratégie. Donc, c'est un module assez dense. Voilà. Alors, je dis ça pour ceux qui vont commencer le certificat 2 sur ce module, parce que souvent, il y a une montée en charge. C'est-à-dire que le certificat 1, on a déjà 3 modules, ou 2, où on a commencé à travailler et à créer un rythme de travail. Là, on va accélérer un peu le rythme de travail. Pour ceux qui commenceront avec ce module-là, il faudra se préparer à commencer sur un rythme un peu plus élevé. Ça, c'est le premier module, donc vraiment le pilotage de la performance. Alors pourquoi on fait ça? Parce que souvent, lorsqu'on pilote la performance, on l'a vu tous avec le Covid, c'est qu'il y a plein de choses qui sont imprévues. Autant lorsqu'on fait de la planification et de la stratégie, on peut déterminer son temps, on peut avoir des chartes projets, et voilà. Dans le pilotage, on va avoir beaucoup d'imprévus, donc souvent, on est obligé de faire des choses sur un temps beaucoup plus restreint que ce qui est prévu parce qu'on a une contrainte du quotidien qui est plus forte. Le module 5, c'est des électifs d'approfondissement. Je vais juste y revenir dans la slide suivante, excusez-moi. Là, l'idée, c'est j'ai fixé ma stratégie, alors personnelle ou de mon entreprise, et il y a des points qui sont essentiels que je veux approfondir pour faire de ma stratégie un succès. Donc, on va regarder des électifs qui dépendent chacun, en fait, du parcours de chacun, qui sont des points que vous voulez approfondir. Et ce sont des électifs de 2 jours chacun. Donc, il y a 2 électifs de 2 jours qui sont au choix. Je vais vous les détailler juste après, qui permettent d'approfondir un point, encore une fois, essentiel qui vous semble important pour vous. Le module 6, qui est appliqué à la stratégie en milieu concurrentiel, est constitué de 2 temps. En premier temps, on revient sur la notion de business model. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un business model et comment on invente un business model, comment on communique son business model. Donc là, on va s'inspirer, bien entendu, de tout ce qui se fait dans le monde des startups, mais de façon générale, la notion de business model. Et puis après, on va faire ce qu'on appelle un serious game. Un serious game, c'est-à-dire qu'on va faire une simulation où vous allez être à la tête d'un business, donc vous allez déterminer la stratégie, vous l'appliquez en milieu concurrentiel. Alors, il y a 2 challenges lorsqu'on fait un serious game. Le premier challenge, c'est qu'on applique une stratégie en équipe, c'est-à-dire qu'on met des équipes, et au sein de l'équipe, il va falloir se mettre d'accord. Donc, entre participants à 4-5, comment on se met d'accord, sachant que là aussi, on est sur des rythmes assez tendus, donc les temps de décision sont assez courts. Donc, est-ce qu'on délègue, est-ce qu'on met des rôles entre soi, comment on se coordonne sous tension pour piloter sa business unit. Et on est dans un serious game dit interactif, en milieu concurrentiel. C'est-à-dire que la stratégie qu'on a mise en place au début, elle est sur un papier blanc. Sauf qu'on va être confronté à 4-5 autres équipes qui ont également leur stratégie et qui sont sur le même marché que nous. Et donc, il va falloir ajuster nos stratégies par rapport aux stratégies des autres. Donc, on va être en interaction. Et donc, on va être en compétition avec d'autres participants qui gèrent d'autres équipes. Voilà. C'est un élément assez dense qui se termine par une présentation des résultats de la simulation à un conseil d'administration qui est géré par les 2 profs qui gèrent le business game. Le prof qui fait piloter la performance, qui est Alexandre Lamy, et moi-même. Voilà. Marc, tu veux peut-être en dire quelques mots? Oui, effectivement, donc sur ce module-là qui relève plus de l'exécution, mais comme tu disais tout à l'heure, une stratégie sur le papier, c'est relativement facile. L'exécution derrière pose d'autres problèmes. Donc là, on a dans ce module-là, effectivement, on a la possibilité d'avoir par le module 4 une approche un peu générale, un peu standard du pilotage de la performance. Après, sur le module 5, au niveau des électifs, chacun finalement peut choisir d'approfondir peut-être une sensibilité particulière ou quelque chose en lien avec son futur projet. Ce qui est sûr, c'est que le module 6, le business game, effectivement, ça montre complètement que de jouer, finalement, c'est une des meilleures façons d'apprendre. Et là, c'est vrai que sur cette semaine-là, par une alternance de travail d'équipe en mode entreprise et d'amphi en mode on analyse et on prend du recul, permet vraiment de rentrer dans le jeu et ça couronne vraiment ce qui a été vu avant d'un point de vue stratégie, exécution. Alors l'idée, après je ne sais pas si ça a évolué, mais moi ce que j'ai vécu, on était une compagnie automobile, une compétition mondiale, on était 5 ou 6 équipes parce que c'était la promo du Must qui voulait ça. Et après, à chacun de choisir s'il veut jouer les Tesla, les Renault ou les généralistes, les spécialistes ou le luxe. Et effectivement, donc la première phase, c'est dans le comité de direction, qui est le patron
quelle stratégie on adopte, sachant qu'on n'est jamais tous d'accord. Derrière, il faut analyser le marché, sachant qu'à chaque fois qu'on va agir, les concurrents vont s'adapter. Donc, il y a une vraie interaction. Ce n'est pas une intelligence artificielle, on joue contre les autres. Et puis, il faut investir. Donc là aussi, on commence à jouer avec la finance, c'est-à-dire on a du cash ou pas, on investit ou pas, à quel endroit, dans quelle gamme. Et puis assez rapidement, quand le logiciel tourne, je ne me souviens plus du nombre d'années qu'on pratique, je crois que c'était 6 ou 7, mais on voit assez vite si les parts de marché sont au rendez-vous et si l'EBIT est au rendez-vous derrière. Voilà, puis à la fin, il y a gagnant-perdant, mais voilà, c'est vraiment la mise en pratique très, très concrète de ce qu'il faut faire, de ce qu'on peut apprendre. Donc, de ce point de vue-là, moi, j'avais trouvé ça très, 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 très intéressant et très formateur, parce qu'on se trouve assez vite dans une situation qui ressemble à la vie de l'entreprise. Donc, vraiment, la concrétisation de la théorie. Merci, Marc. Sur les électifs, là, je vous donne. Alors, les électifs sont d'été en fonction chaque année. Donc, en fait, en début d'année, on regarde sur une promo quels sont les sujets qui intéressent les participants par rapport à leur propre projet professionnel. Donc, on peut modifier les programmes. Donc, ça, c'est celui qui a été proposé cette année, en 2020. Donc, bon, il y a la partie stratégie digitale qui est assez pragmatique pour le coup, c'est-à-dire comment on met en place et on exécute sa stratégie digitale sur son entreprise, avec revisiter les algorithmes, les mises en place, comment l'ensemble fonctionne. Michel Fender intervient dans l'aspect général sur tout ce qui est supply chain. Donc alors, il y a un point, je ne dis pas parce que évidemment, ce sont mes camarades professeurs, mais vous avez quand même, Marc t'en dira des mots, des enseignants qui sont assez brillants, tous dans leur domaine. Alors, c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est une performance pédagogique. Je pense à Michel, mais il y a Alexandre Lamy, Philippe Honorat sur la partie financière, Frédéric Leroy sur la partie stratégie. Enfin, bon, il y en a énormément, Laurence Léman-Ortega. Enfin, il y a vraiment des profs qui sont très bons. Faire très attention avec un prof très bon, c'est que lorsqu'on l'écoute, on a l'impression de tout comprendre. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Vous ne consommez pas une pédagogie. Une pédagogie, ce n'est pas un produit de consommation sur lequel vous êtes satisfait ou pas. Bon, c'est vrai qu'après chaque module, on fait un feedback. C'est-à-dire que je fais un débrief avec la promo pour vérifier comment ça a fonctionné. Voilà. Mais c'est un voyage personnel. Le produit, c'est vous. Vous n'achetez pas un produit, vous investissez en vous. Et donc, c'est l'appropriation qui nous intéresse. C'est comment vous allez vous approprier et comment ça va vous changer. C'est vraiment ça l'objectif d'un voyage pédagogique. Donc, on est extrêmement vigilant à ce point-là. C'est un voyage pédagogique et l'idée, c'est qu'en 18 mois après, vous soyez différent. C'est différent dans un sens positif, en tout cas, que vous soyez mieux armé par rapport à vos ambitions, à vos propres projets. Pas de façon générale, mais à votre propre projet professionnel, sachant que certains vos voyages vont être différents en fonction des profils de chaque personne. Voilà, ça c'était une digression, peut-être que Marc en dira un mot après, mais c'est un parti pris pédagogique extrêmement important, c'est l'appropriation. Sur les aspects de l'électif, j'ai donc stratégie digitale, donc supply chain comme levier, donc là je parlais de Michel Fender, donc là c'est comment on pilote une supply chain environnement multicanal. J'ai un point qui est l'intelligence collective et innovation collaborative, donc il va lier tout ce qui est intelligence collective avec tout ce qui est open innovation. J'ai un point sur réenchanter l'expérience client offline à l'heure du digital, donc là aussi on va être en multicanal, plus dans une logique marketing, avec la question de comment le digital repose la question du présentiel. Et donc, comment on le réenchante, peut-être en mettant justement le digital avec. Et puis, le management des talents, qui est un sujet extrêmement important. On parle de guerre des talents et autres. Le talent n'étant pas un haut potentiel, on verra la différence. On s'inspirera de le management des talents, que ce soit au niveau artistique ou autre, puisque le talent est quelqu'un de particulier. Et lorsqu'on a des entreprises qui sont très fortes sur des process, la tendance la plus forte n'est pas de faire éclore les talents, c'est plutôt de les brider. De façon générale, on voit comment on peut les gérer.
Data-driven stratégie et big data. Donc ça, c'est toute la partie d'utilisation de big data, également l'intelligence artificielle. Conduite du changement, donc lui ne change pas, hein, c'est un élément majeur. C'est comment on va mettre en place des changements d'entreprise et d'organisation, price costing et attributs, éthique et compliance, management à distance sur une géographie dispersée, et enfin l'intelligence artificielle, une réalité sans artifice. Voilà. Donc chacun fait l'objet d'un syllabus précis, et à chaque fois, on a un prof qui a une expertise sur ce domaine-là. Troisième certificat, et donc là, je redonnerai après la parole à Marc sur la partie voyage, parce qu'il est encore plus centré sur vous. Ce certificat. Autant les deux premiers certificats, le premier, on définit une stratégie. Donc, on va avoir des aspects un peu de mécanique, c'est-à-dire quels sont les outils qu'on va utiliser en termes de stratégie, qu'ils soient disruptifs, qu'ils soient classiques. L'exécution, on va voir quelles sont les performances, on va voir les tableaux de bord. Donc là, on va avoir beaucoup de connaissances. L'appropriation des connaissances nous fait évoluer. Mais dans la dernière partie de ce certificat, on va travailler plus sur vous. Qu'est-ce que c'est que moi, en tant que patron? Qu'est-ce que j'apporte? Pourquoi d'abord j'ai envie de diriger une entreprise? Est-ce que c'est une ambition? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent? Est-ce que c'est parce que je veux donner un sens à ma vie? Alors ces questions, elles sont fondamentales parce que vous allez les partager avec vos collaborateurs. Donc la question de votre propre sens personnel, il va se poser parce que tout d'un coup, vous allez avoir des gens qui vont aimer travailler avec vous, qui vont se donner plus ou non en fonction de ce que vous allez donner comme sens. Donc là-dessus, il y a 3 temps. Il y a un premier temps qui est l'esprit entrepreneurial, développer l'esprit entrepreneurial au sein de son entreprise. Donc là, on va s'inspirer, c'est un parti pris pédagogique, du monde des startups, de ce qu'on a appelé dans l'ancien temps la nouvelle économie, qui est devenue l'économie dominante. Ce n'est pas la nouvelle économie, c'est comment fonctionnent ces business models sans chiffre d'affaires, comment on fait des entreprises dont on dit pendant X temps qui ne gagnent pas d'argent et qui finissent par être les numéros 1. Donc, Marc l'a parlé de Tesla, alors là, pas facile à comprendre, une entreprise qui ne gagne pas d'argent, qui a une capitalisation boursière supérieure à Toyota, qui était le premier jusqu'à maintenant, alors qu'ils n'ont pas encore gagné avec un EBIT positif. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il faut comprendre comment s'expliquent ces nouveaux modèles. Est-ce que c'est des aspects culturels? Est-ce que c'est des aspects de financement? Et c'est des points extrêmement importants parce que, surtout avec la crise qu'on vit actuellement avec le Covid, c'est des choses particulières pour beaucoup d'entreprises traditionnelles, en tout cas la mienne, je suis une entreprise traditionnelle, on va avoir des problèmes de trésorerie, des problèmes de résultats. Lorsqu'on va être en compétition avec des gens qui ont des EBIT négatifs et qui vont avoir beaucoup plus d'argent parce qu'ils vont faire des levées de fonds. Et il faut voir qu'aujourd'hui, les capital risques a des capacités de levée de fonds qui sont extrêmement fortes parce qu'il y a de plus en plus de fonds de fonds. C'est-à-dire qu'ils empruntent de l'argent et qui le transforment en capital risque. Et donc là, il faut comprendre ce mécanisme. Voilà. Et on va travailler sur Odyssey 3.14, on va travailler sur Business Canva, on va travailler sur les outils qui sont utilisés dans ces modèles. Deuxième module, le leadership ou l'art de diriger. Donc là, vraiment, c'est le seul module en résidentiel. Donc là, on ne vous lâche pas. Entre lundi midi et vendredi midi, vous restez en résidentiel. Et on va travailler là, pour le coup, sur vous. On va abandonner un peu le cortex. On va toujours parler de l'analyse, mais on va travailler beaucoup sur vos émotions et sur le sens. Donc, c'est un module souvent qui vous fait bouger un peu. Alors, ça dépend un peu. Certains ont suivi des modules de ce type-là, d'autres pas. Mais c'est quelque chose où il y a plus d'émotions, souvent entre vous, avec évidemment la part pédagogique, mais également entre vous, où il y a beaucoup d'aide et beaucoup de choses qui se passent entre vous dans la question du sens de diriger. Et dernier module, donc, qui est enjeu et perspective, qui est d'essayer de se donner une vision sur 5-10 ans en employant, enfin en regardant des choses comme le développement durable, on sait qu'il sera là, la transition énergétique, les smart cities, la Chine. On voit aussi des choses plus fonctionnelles comme la prise de poste, comment on donne du sens et de la perspective lorsqu'on commence un poste, les nouveaux, comment on donne de l'éthique, comment on donne du sens à ses équipes, donc les nouveaux modes de management. Et on termine ce module par un peu quelque chose d'assez exceptionnel, puisqu'on a un prof qui est, on a vraiment un corps pédagogique qui est de très bonne qualité. Mais là, on a un qui est particulièrement bon, qui est sur la partie géopolitique, qui est professeur à l'école de guerre, donc comprendre les évolutions géopolitiques, puisqu'on est dans un monde qui est de plus en plus globalisé et international. Or, c'est une globalisation qui est tout sauf sans aspérité. Il y a énormément d'aspérité et d'agressivité dans la globalisation, parce qu'il y a des enjeux géopolitiques entre les différents pays, donc il faut en comprendre les mécanismes et comprendre pour ne pas être surpris lorsque ces enjeux géopolitiques se mettent en place et que tout d'un coup, à Hong Kong, il se passe quelque chose qui n'est pas prévu. Non, c'est prévu si on comprend un peu la géopolitique qu'il y a derrière. Donc, on ne peut pas
être des chefs d'entreprise dans un monde qui serait globalisé sans géopolitique. Évidemment, la géopolitique est au centre. Je ne sais pas, Marc, tu veux en dire un mot? Oui, alors effectivement, ce module, comment dirais-je, donne un peu une baffe, je ne trouve pas d'autres mots pour l'instant. Alors, le module 7 sur l'entrepreneuriat, il est intéressant pour ceux qui entreprendraient ce parcours dans l'idée d'entreprendre et donc d'obtenir de nouvelles bases pour ça. Parce qu'il y a des vraies clés. Mais il est intéressant aussi pour ceux qui n'ont pas envie d'entreprendre, et ce qui était mon cas. Et ça m'a permis notamment de mettre le doigt ou des clés sur des bonnes raisons de ne pas entreprendre, que j'avais au fond de moi, mais que je ne savais pas forcément formaliser. Et donc voilà, je suis sorti de là avec la confirmation que je n'avais pas forcément un esprit d'entrepreneur, et ça me va très bien. Ce qui n'empêche pas aussi de récupérer des clés pour intraprendre, c'est ça le mot à la mode, c'est-à-dire pour continuer à développer ou entreprendre, mais dans l'entreprise dans laquelle on est déjà. Voilà. Donc dans tous les cas, très très intéressant, parce que entreprendre, voilà, start-up, scale-up, le financement, comment on lève des fonds, etc. Vraiment des clés très très concrètes pour enchaîner vers la création. Le module 6, bon, c'est vraiment là, vraiment, on déconnecte complètement de la technique et on s'isole pour, l'ensemble de la promo, se confronter à soi-même. Et là, il y a vraiment un savoir-faire et un chemin qui est très, 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 très intéressant. Beaucoup d'émotions. Il y a eu des vraies prises de conscience dans la promo sur des personnes qui ont réussi à percevoir finalement que ils étaient peut-être pas tels qu'ils pensaient être, d'autres qui ont vu qui sont pris conscience de qualités qu'ils osaient peut-être pas s'avouer, etc. Donc vraiment une semaine très 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 décoiffante, et qui vient quand même poser la question fondamentale qui est est-ce que vous êtes un leader ou pas? Est-ce que on a parlé pendant des mois de stratégie, de finance, etc. Mais est-ce que vous êtes capable de conduire tout ça en tant que personne, belle personne de préférence? Donc ce sont des choses qu'on a tendance à laisser de côté. Clairement, dans l'enseignement, on ne parle jamais de ça. Et après, on rentre dans le monde de l'entreprise, on s'adapte, on évolue, mais ça fait quand même beaucoup, beaucoup de bien d'être confronté à ça et de se conforter ou de pivoter dans sa façon d'être. Vraiment, vraiment, c'est fondamental. Parce qu'on peut être l'expert de ce qu'on veut. Si les autres n'ont pas envie de travailler avec nous, on va nulle part. Donc voilà, c'est vraiment de ça que ça parle, et c'est vraiment génial, génial. Et puis effectivement, le module 9, là, qui ouvre, voilà, qui permet d'apporter, là encore une fois, au-delà de la technique, c'est vrai que les intervenants nous apportent des notions sur le monde d'aujourd'hui, la géopolitique, l'économie telle qu'ils la voient, comment ça pourrait évoluer, même si ce ne sont que des hypothèses. Ça permet aussi de se rappeler qu'en tant que chef d'entreprise, il faut prendre le temps de sortir la tête du guidon et d'observer ce qui se passe. Alors après, ça dépend du business de chacun, mais d'avoir un niveau d'observation qui est à l'échelle de son entreprise, de son marché, de son business. Et il se passe tellement de choses que c'est un vrai enjeu et un vrai savoir-faire. Donc là-dessus, il y a des éclairages qui sont vraiment fondamentaux. Alors ça, c'est un résumé donc de l'ensemble du programme, donc 9 modules divisés en 3. Donc encore une fois, le premier qui est définir la stratégie de l'entreprise, donc analyser, comprendre et maîtriser les enjeux, fixer la stratégie, mobiliser les équipes internes et externes. Après, l'exécution de la stratégie, donc piloter la performance, les électives d'apprentissement et appliquer la stratégie en milieu concurrentiel avec le business game et le serious game. Et puis, donc, le dernier certificat, entrepreneuriat et leadership, sur développer l'esprit entrepreneurial au sein de son entreprise, le leadership ou l'art de diriger, et enjeux et perspectives. Alors, il y a une possibilité également pour certains d'avoir une spécialisation, c'est-à-dire d'avoir une spécialisation, que ce soit en marketing digital, en direction commerciale, en business process management, donc en contrôle de gestion, ou en finance. Le programme tel qu'il est pour l'année prochaine, c'est qu'à ce moment-là, on fait le certificat 1 et le certificat 2 et on choisit une spécialisation pour compléter le programme.
Alors, dans la spécialisation, là, on va changer de participants, c'est-à-dire que les participants du MUST sont réunis par l'idée d'être dirigeants d'une entreprise. Les participants d'un certificat spécialisé, ils sont là pour se perfectionner dans leur spécialisation. C'est-à-dire que ce sont des directeurs marketing qui vont se perfectionner en marketing digital, des directeurs commerciaux qui vont se perfectionner dans le management commercial, et idem en finance. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un niveau qui va avec ce certificat. Donc, le directeur académique de chaque certificat va vérifier qu'on rentre bien à l'intérieur. C'est-à-dire que n'allez pas en finance 2, par exemple, si vous-même, vous n'êtes pas expert en finance, parce que vous allez retrouver avec des DAF qui connaissent tous les ratios, donc on n'aura pas le temps de revenir en arrière. Donc là, c'est vraiment des éléments pour se spécialiser, c'est-à-dire que globalement, vous avez envie de prendre un poste de direction d'une business unit, une direction générale, mais dans le court terme, dans les 3-5 ans, vous voulez fortifier votre expertise fonctionnelle. Donc ça, c'est une adaptation du programme pour ceux qui veulent être sur une spécialisation. En 2022, très probablement, il y aura uniquement le certificat 1 et 2 certificats de spécialisation. Ça, c'est l'aspect. La plus grande partie, 90% d'une promotion, est sur le MUST général. Voilà. Il y a quelques participants qui vont être sur une logique de spécialisation, ce qui permet de combiner une logique de comité de direction avec une logique d'amélioration ou d'approfondissement de son expertise fonctionnelle. Le programme, donc c'est 4 jours par mois, donc c'est tout à fait compatible avec une vie professionnelle, de façon générale. La chose qu'il y a, c'est qu'il faut déléguer, donc ça on verra dans les entretiens, en tout cas pour ceux qui veulent faire, c'est quand même du temps, c'est-à-dire que dès que vous êtes encore une fois HEC, vous êtes HEC, vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Donc on vous laisse, c'est pour ça que c'est 4 jours, il y a le vendredi pour faire la semaine, mais autrement, vous êtes pédagogiquement avec nous. Donc c'est 9 modules de 4 jours, répartis sur 16 mois. Alors en fait, les modules sont répartis sur 12 mois, mais après, il y a 4 mois pour finaliser la thèse dont je vais parler juste après. Et en total, c'est 350 heures. Voilà, le programme. La semaine type, on est sur le campus, donc vous êtes en résidentiel ou non. Le seul où on est obligatoirement résidentiel, c'est le module 8 sur l'art de diriger. Le reste, vous êtes soit en résidentiel sur HEC, donc il y a un hôtel sur le campus, soit vous êtes sur Paris. Et voilà. Donc c'est 8h30 pour commencer. Donc il faut viser d'être 8h sur Jean Jaurès pour les Parisiens, pour éviter les problèmes de circulation, puisque si on rate 8 heures, on arrive rapidement à 9h, 9h30. Donc 8h30, 12h30, on a 4 heures de pédagogie, 13h30, 17h30, 4 heures de pédagogie, la plupart du temps avec évidemment des pauses et beaucoup de travail qui sont un travail de groupe. Le soir, on va avoir pour les masters, le lundi soir, des soutiens méthodologiques, alors à la fois sur les électifs et puis sur la thèse, assez rapidement, pour définir son sujet de thèse. Et donc, on va vous accompagner par rapport à la thèse professionnelle dont je vais parler. On a également des invités de promo ou des invités d'HEC, qui sont des conférenciers, sur des formats d'1h30, d'1h45, le soir. Donc ça, c'est le mardi et le mercredi soir. Et puis, à l'issue de la semaine, on fait toujours un débriefing d'appropriation, c'est de revenir sur les moments forts de la semaine, et les take-aways que l'on a pris de la semaine, donc du module, et également quelles sont toutes les pistes d'amélioration qu'on peut avoir sur le module, là qui est dans un process d'amélioration continue d'HEC, c'est de voir à chaque fois vos retours pour savoir ce qu'on peut améliorer pour ce module-là, pour les participants qui viennent l'année suivante, mais également pour les prochains modules. Alors la thèse professionnelle, je laisserai à Marc en parler juste après. La thèse professionnelle, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau. C'est quoi? Donc il y a le mot thèse et professionnel. Thèse, c'est-à-dire qu'il faut répondre à une problématique de management général. Alors pourquoi? Parce que ça va permettre de trouver que les gens écrivent beaucoup et qu'il y a plein de gens qui ont réfléchi sur des sujets qui vous intéressent avant. Donc ça va permettre une revue de littérature, d'une part, académique, des benchmarks, qu'est-ce qu'ont fait les autres personnes, les autres entreprises, les autres pays, les autres industries qui ont été confrontées aux mêmes problématiques que vous, excusez-moi. Donc ça, c'est toute la partie recherche documentaire,
recherche terrain. Et puis, il y a votre projet professionnel. C'est-à-dire que ça doit être au service d'un projet professionnel, personnel ou lié à votre entreprise. Si l'entreprise finance le cursus, l'objectif qu'on se donne, c'est que la valeur de la thèse professionnelle, elle doit au moins valoir la totalité des frais de votre éducation. C'est-à-dire qu'on va être à plus de 40 000, c'est la valeur. Alors, très honnêtement, la plupart des thèses, c'est le cas. C'est-à-dire que si vous faites une thèse et vous voulez avoir une réponse à une question qui intéresse votre comité de direction, si vous prenez des consultants et si vous faites un travail, ça doit valoir au minimum ce montant. Donc, c'est un travail qui est exigeant. Pour vous accompagner dans ce travail, vous avez un tuteur qui est un enseignant d'HEC ou quelqu'un avec qui on travaille depuis longtemps, qui va vous challenger et vous accompagner du début de définir. Une fois qu'on a déterminé le sujet, quand on détermine le sujet entre janvier et mai, on a donc 5 mois où certains ont déjà le sujet en arrivant, peut-être que vous avez déjà des sujets en tête, on va travailler pendant 4-5 mois à déterminer le sujet, et une fois qu'on a le sujet, on va vous nommer un tuteur qui va vous accompagner jusqu'à la rédaction de la thèse, qui va remettre en fin mars de l'année suivante, et une soutenance qui a lieu en avril. Donc c'est un gros travail, très riche, qui apporte beaucoup aux participants et sur lequel on a une certaine exigence. Marc, tu veux peut-être en dire un mot? Oui, complètement. Alors, la thèse, c'est vrai que c'est une vraie aventure, c'est un vrai voyage. Ce que je dirais parce que j'ai observé, c'est qu'il y a un peu deux types de thèses dans une promo, enfin, qui correspondent au profil des gens. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont envie de créer leur boîte ou de créer un business et donc qui ont tendance à faire une thèse là-dessus. Ça les aide à définir leur projet, etc. Et puis, il y en a d'autres, comme disait Christopher, qui sont dans une entreprise et le deal avec l'entreprise qui, d'un côté, peut-être finance la formation, c'est que la personne travaille sur un projet interne qui, effectivement, si c'est bien fait, finance largement la chose. Et moi, personnellement, ça a été la deuxième option. C'est-à-dire que dès le départ, avec mon directeur général, on a défini un sujet qui était lié à la stratégie de l'entreprise. Et donc, ça m'a permis effectivement de me lancer dans un domaine que je ne maîtrisais pas du tout, hormis les cours que j'avais eus à HEC, sur la notion de stratégie, l'état de l'art, ce qui se fait pas, comparé à des entreprises plus ou moins similaires ou quoi. Et puis après, le cas d'application à Honda, où là, par contre, c'est un peu un deuxième aspect où j'ai fait des choses que je n'aurais pas nécessairement imaginées. J'ai interviewé des gens du board au Japon qui m'ont donné leur vision que j'imaginais même pas, des choses comme ça. Enfin, il y a les portes qui s'ouvrent, ça permet de construire quelque chose. Ça donne aussi à l'ensemble de l'entreprise l'information que finalement des gens travaillent sur des sujets. Donc, enfin, si on le vit, je veux dire, avec enthousiasme, ce qui était un peu mon cas, ça a tout un tas d'effets collatéraux qui, de toute façon, vont vous changer. Dans l'idéal, ça va changer aussi votre entreprise et lui faire gagner de l'argent. Et ça va vous donner une autre vision sur ce que vous faites et ce que vous pourrez faire dans le futur. Donc, c'est vraiment très, très intéressant de se lancer à fond dedans. Voilà. Alors après, il y a un système d'évaluation qui est en place. Donc, il y a 75 crédits, donc 5 crédits par module et 30 crédits pour la thèse. Donc, on est diplômé. Donc, alors les élémentations, c'est évidemment l'assiduité. Donc là, c'est une obligation. Alors, pour ceux qui sont de master comme le certificat pour qu'ils soient certifiés, c'est des obligations auxquelles on est tenu, qui ne sont pas négociables parce que c'est des obligations normatives. Donc là, on est dans de la qualité puisque c'est des diplômes reconnus par l'État. Il y a après des notations sur les cas en équipe en cours de module, que ce soit par exemple sur le serious game, sur piloter la performance. On met des équipes ensemble pendant la semaine. Et donc là, on a des cas et on va évaluer le travail de l'équipe. Il y a des cas individuels de synthèse post-module, c'est-à-dire qu'à la fin du module, on va vous faire travailler. Alors, c'est par exemple le module 1 et le module 2, il y a un cadre stratégique qui vous est donné pour vérifier en fait qu'il y a bien l'appropriation de l'ensemble de ce qui a été fait. En fait, ce n'est pas simplement vérifier, c'est surtout pour vous, pour aider à l'appropriation, c'est-à-dire de recaler ces idées,
voilà, que ce soit sur les électifs, sur vision et perspective, sur l'art de diriger. On va vous demander des travaux qui sont des travaux, en fait, réellement, ne considérez pas que c'est un temps supplémentaire énorme, c'est surtout quelque chose qui vous permet de synthétiser ce que vous avez vu pendant le module. Donc, c'est vraiment vous aider dans le travail d'appropriation, qui est encore une fois vraiment l'objectif. L'objectif, c'est un diplôme exécutif, c'est très clair, l'objectif que l'on a, et c'est de l'entretien de sélection lorsqu'on a un master jusqu'à la sortie, c'est vous aider par rapport à votre projet professionnel. Et donc, c'est vraiment comment vous appropriez les choses par rapport à ça. Et puis, évidemment, la thèse professionnelle, qui donne lieu, in fine, au diplôme. La thèse professionnelle, il faut vraiment se donner tout le temps. Normalement, l'objectif, c'est une fois que vous êtes sélectionné, que vous rentrez dans le programme, c'est que vous sortiez diplômé. On va pas faire en sorte que l'ensemble des personnes peuvent sortir diplômées. Alors, on peut avoir des accidents, c'est assez rare. Il y a 2 cas d'accident. Il y a des personnes qui manquent d'implication dans l'ensemble des modules et qui prennent un peu la tangente. C'est assez rare, parce que vous verrez que la promo est très dynamique et très rapidement, ce qui est toujours surprenant. C'est après 1 ou 2 modules, il y a vraiment des dynamiques de promotion qui se mettent en place et donc qui font que tout le monde est vraiment dans le même bateau avec… voilà. Excusez-moi. Excuse-moi. Excusez-moi, j'ai un problème. Oui, donc je disais sur la thèse professionnelle, donc c'est aussi un endroit où on peut éventuellement avoir des décrochages. C'est si vous ne la rendez pas à temps, puisque lorsqu'on est dans une promo, l'ensemble des personnes travaillent ensemble. Et donc là, du coup, il y a une coordination par rapport à ça. Lorsqu'on se retrouve seul et qu'on n'a pas réussi à remettre la thèse professionnelle, c'est plus dur. Donc, il faut vraiment tout faire pour que la thèse professionnelle soit bien remise dans ce sens-là. Tu veux peut-être dire un mot, Marc, là-dessus ? Oui, alors, bon, moi, dans notre promo, j'ai pas eu de souvenir de cas de décrochage ou de difficulté. Comme tu dis, c'est vrai qu'il y a un effet promo, donc on a tous des moments des petits coups de mou, peut-être à certains moments, mais comme la franche camaraderie se met en route dès le départ, il n'y a pas de… On trouve toujours de l'aide et tout le monde s'en sort, donc ça, c'est vraiment très, très bien. Voilà, après, je dirais globalement sur la charge de travail, c'est vrai que la thèse, ça demande un peu de boulot. Globalement, alors si je me souviens bien, les cours, c'est quelque chose comme 300 ou 350 heures, je crois. Bon, il faut compter qu'à peu près l'activité thèse, c'est quelque chose à peu près du même ordre. Donc, il faut quand même bien anticiper qu'arriver à une certaine période, et notamment un certain printemps, un certain été même, il va falloir lire, il va falloir s'isoler un peu pour chercher, se renseigner. Voilà, ça va impacter la vie personnelle. Donc c'est quelque chose qu'il faut aussi anticiper, parce que si on se lance là-dedans sans avoir envisagé le contexte, ça peut apporter certaines désillusions aussi. Donc faut vraiment l'anticiper. Voilà, alors on va passer maintenant, peut-être Christine, je vais te redonner la main sur les critères d'admission. Oui. Comment Alors, on entre dans ce beau programme. voilà, donc les critères d'admission, donc c'est une expérience professionnelle d'au moins 3 ans avec un statut de cadre, et les diplômes suivants, donc diplôme d'ingénieur, diplôme d'une école de gestion, business school, un diplôme de 3e cycle ou équivalent, type DESS, master, un diplôme étranger équivalent au diplôme français ou une maîtrise, sachant que bien sûr si vous n'avez pas, donc on attend un niveau bac plus 4, mais il y a des dérogations possibles. Si le profil nous intéresse, vous pouvez bénéficier d'une dérogation si vous n'avez pas ce niveau d'études. Alors, vous n'avez rien à faire, c'est HEC qui le fait, sachant bien sûr que nous sommes limités à 30% de personnes sous dérogation
par promotion. Donc, si vous avez besoin d'une dérogation, il vaut mieux être parmi les premiers à s'inscrire, puisqu'au fur et à mesure qu'il y a des inscriptions, on peut dégager des dérogations. Voilà. Le processus d'admission. Je vais vous parler du processus d'admission. Voilà. Alors, tout d'abord, un entretien préliminaire qui dure entre une demi-heure et 1 heure pour voir avec vous si votre profil correspond bien au profil des autres participants et surtout pour étudier votre projet. À la suite de cet entretien, je fais un rapport au service des admissions pour voir si nous vous encourageons à candidater ou non. À partir du moment où je vous encourage à candidater, je vous envoie un mail récapitulatif et je vous ouvre votre dossier en ligne pour que vous puissiez le remplir, donc avec une partie avec des informations personnelles et une partie avec des essais à rédiger. Donc là, on vous demande d'être ambitieux dans vos projets. Donc on va vous demander vos échecs, vos réussites, pourquoi vous voulez faire ce master, quels sont vos projets et surtout ne vous mettez aucune barrière. C'est vraiment entre HEC et vous. Votre entreprise n'a pas de droit de regard sur ce dossier, donc parlez bien de vos projets au sein de votre entreprise, d'une autre entreprise ou de vos projets personnels de création d'entreprise. Dans ce dossier, on vous demande aussi 2 lettres de recommandation. Donc, ce n'est pas vous qui nous fournissez les lettres, mais nous les contacts. Et HEC se charge de contacter les personnes. Et on vous demande aussi de passer le TOEIC et d'avoir 750 au TOEIC. Donc ça n'est pas obligatoire pour intégrer le master. Vous avez toute l'année de formation pour le passer, mais il faudra avoir 750 au TOEIC pour avoir le diplôme. Donc nous, ce qu'on vous propose, à partir du moment où votre dossier est totalement rempli, nous vous proposons de le passer une fois gratuitement sur le campus. Alors pour l'instant, tout ça c'est bloqué, mais dès le mois de septembre, on devrait pouvoir reproposer ce service. Une fois que votre dossier est totalement rempli, il est communiqué au directeur académique, Christopher Hogg, qui va décider si vous êtes admissible ou non. Et si vous êtes admissible, vous êtes convié à un comité de sélection. Donc le comité de sélection, vous passez devant un jury, on vous remet une étude de cas sur laquelle vous allez travailler pendant 1 heure et ensuite on vous pose des questions sur l'étude de cas. Donc c'est un cas en management classique. L'objectif c'est d'évaluer vos capacités à prendre des décisions, présenter vos idées, défendre vos idées. Puis le jury passe à votre dossier et il délibère. Et quelques jours après, on vous dit si oui ou non vous pouvez intégrer le master. Donc, comme vous avez pu le voir, tout ce processus peut prendre pas mal de temps entre la discussion avec votre entreprise, votre organisation interne, la recherche de financement pour la formation. Donc, c'est pour ça qu'on estime que ça peut se faire entre 4 et 6 mois. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de monter votre dossier, commencez à le faire dès maintenant. Voilà. Donc dès maintenant, vous pouvez remplir vos dossiers. Donc, donc je vous aurai mon contact. Dès le mois de juillet, vous pouvez remplir vos dossiers. Et pour les prochains comités de sélection qui se dérouleront dès le mois de septembre pour la rentrée qui aura lieu le 11 janvier 2021. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose maintenant, donc vous avez mon contact et de toute façon, je vais revenir vers vous pour savoir si vous voulez un entretien personnalisé. Je vous propose maintenant de voir vos questions. Donc, là, j'ai pas trop. Alors, des questions, non, j'ai des conversations. Quelqu'un. Alors peut-être, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre sur Arsène, Arsène qui réside à Abidjan. Alors sur Abidjan, qui pose une question. Alors, Arsène est déjà habitué d'HEC puisqu'il suit le parcours ICCF et stratégie. Ça, il faut voir avec le bureau d'Abidjan, avec Alexis et Chantal, qui sont à HEC à Abidjan. Il y a un processus de sélection qui est effectivement le même, ça c'est pour Géraldine, c'est le même processus, c'est-à-dire que le dossier m'est également envoyé, puisque c'est le diplôme est exactement le même, donc il m'est envoyé et il y a également une étude de cas et un entretien.
hein, qui suit la même approche. Alors, la particularité d'Abidjan, c'est qu'on a délocalisé 8 modules sur 9 qui peuvent avoir lieu à Abidjan. Alors, vous pouvez soit évidemment choisir de le faire à Paris ou à Abidjan, mais là, on vient cette année d'ouvrir le certificat entrepreneuriat et leadership sur un format de 4 modules, hein, qui est le même que celui qu'on vient de détailler, mais avec Business Game en plus, hein, et qui va commencer en septembre-octobre. Donc, vous pouvez candidater pour le certificat ou pour le master, avec un démarrage soit en septembre en commençant par la partie leadership et entrepreneuriat, soit en janvier en commençant par le certificat définir sa stratégie, hein. Mais ça, il faut les contacter. Voilà. Après, au niveau commercial, les prix sont un peu différents selon que vous êtes à Abidjan ou à Paris. Mais ça, regardez-vous, renseignez-vous. Sur les capitalisations des différents modules, c'est des choses qui sont en cours. Alors, l'ICCF, hein, par exemple, est nécessaire si vous voulez faire un certificat de spécialisation en finance, parce que ça permet de vérifier le niveau. Hein, parce qu'il y a un certificat finance qui peut avoir lieu à Abidjan, mais qui devrait avoir lieu dans les mois prochains à Abidjan. Il va demander d'avoir un minimum l'ICCF, hein, en termes de qualification. Après, pas pour 2021 et pour 2022, il est prévu des ponts entre le programme Master Must et les certificats online qui sont par ailleurs proposés au sein d'HEC. Donc, on peut avoir plusieurs types de parcours. Voilà. Donc ça, il faut voir, le meilleur moyen quand même, c'est de voir avec Christine, ou avoir des conseillers de formation, que ce soit Abidjan ou Chantal, hein, en l'occurrence, ou Christine Chopari, et de discuter de votre cas particulier sur le programme Must, mais également sur d'autres programmes qu'on peut avoir au sein d'HEC en master exécutif. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit sur le programme, sur les modalités de sélection, que ce soit à Marc, à Christine ou à moi-même? Alors, moi, je peux peut-être rajouter quelques commentaires là, que j'avais notés, mais qu'effectivement, je n'ai pas fait, si ça peut peut-être créer des questions. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant pendant ce programme, c'est que on était une promo très riche. Alors, l'ordre d'idée, nous, on était une cinquantaine. Après, je suppose que ça se reproduit plus ou moins au fil des années, mais nous étions 50 candidats et on avait 50 profils différents. Une tranche d'âge relativement élargie. Enfin bref, une richesse très forte. Et effectivement, en l'espace dès la deuxième semaine, il commence à se constituer vraiment une amitié et des choses très fortes qui après, qui durent encore aujourd'hui, hein. Donc voilà, il y a quelque chose qui se crée pour la vie. En deuxième point, comme Christopher l'a mentionné, on a affaire à un corps professoral qui est professionnel dans le sens où les intervenants, ils passent un peu de temps à HEC à enseigner, mais ils ont tous quelque part leur propre entreprise, leur cabinet de conseil, etc. Donc il y a vraiment un aller-retour permanent entre je vis la réalité économique et j'enseigne. Et ça, pour ceux qui ne l'ont pas connu avant, ça n'a plus rien à voir avec l'université, le lycée, le collège, etc. On n'est plus en top-down, là on est vraiment en échange permanent. Et au moment où vous voyez un prof dans l'amphi d'HEC qui prend des notes parce qu'un élève a fait une remarque ou une proposition qu'il trouve intéressant, là on se dit c'est vraiment par certains moments, il y a une éducation inversée et c'est quand même, c'est là où c'est très très riche, c'est que on se nourrit des enseignants et les enseignants se nourrissent de la promo. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Voilà, et puis après, je rajouterais en termes de conseils, si certains peuvent hésiter, c'est vrai que c'est, si possible, si vous avez la possibilité, que ce soit financière ou autre, c'est de faire le master directement, dans le sens où nous, tous les camarades qui ont fait par module, quand leur module se terminait, qu'ils devaient partir et que le reste de la promo restait, etc., à chaque fois, il y avait, c'était toujours, si j'avais su, si j'avais pu, donc sous réserve de financement ou de possibilités d'agenda, etc., je dirais, ne vous dites pas, je vais couper en morceaux pour voir venir, etc., parce que d'abord, ça vous prendra 2 ans, 3 ans au lieu d'un.
et qu'ensuite ça va hacher peut-être l'enthousiasme de la chose. Bon, avec l'avantage, c'est que vous serez dans plusieurs promos, donc au lieu d'avoir 50 copains, vous en aurez 100 ou 150. Bon, après, à vous de voir, mais voilà, pour l'avoir vécu, ceux qui s'arrêtent en cours de route ou qui arrivent en cours de route, ben j'ai vu des cas un peu compliqués, donc voilà, à réfléchir aussi. Je te remercie Marc pour ce dernier point. Alors c'est vrai, c'est-à-dire que vous verrez, mais ça c'est plus qu'un langage commercial, mais il y a des dynamiques qui se mettent en place, donc c'est vrai qu'après, il y a une difficulté d'abandonner. Après, ce qui va se passer, c'est que chaque promo est unique et singulière, et c'est vrai que certains qui vont capitaliser vont trouver une deuxième promo, qui vont trouver également, je ne voudrais pas dire ceux des anciens, mais également très intéressantes, ils vont lier de nouvelles amitiés. Alors, probablement pas 100, hein, puisque chaque fois, même si une promo est unie, il y a un certain nombre d'affinités qui se mettent en place. Voilà. Donc, la capitalisation, il y a un moment, entre guillemets, déchirement qui est de quitter sa promotion, mais après, il y a également retrouver une autre, voilà, qui est également un point. Donc, finalement, après, chacun est assez content de sa propre expérience et de son propre parcours. Voilà. Mais c'est vraiment, pour reprendre ce que dit Marc, c'est un investissement sur soi, hein, qui est important dans ce programme. Hein. J'insiste dessus. Un programme, que ce soit celui-ci ou quel que soit le programme exécutif que vous choisissiez, c'est vraiment un investissement sur vous et c'est un voyage qui est personnel. Hein. C'est vraiment un voyage pédagogique. Ce n'est pas la consommation d'un programme. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut se mettre. Donc, ça veut dire qu'il faut se mettre dans la disponibilité d'esprit et dans la capacité d'appropriation pour que ça nous aide par rapport à nos projets personnels et professionnels. Si vous n'avez pas d'autres questions, je n'en vois pas. Je ne vois pas d'autres questions. Voilà, moi, ce que je vous propose, de toute façon, je vous remercie tous d'avoir assisté à ce webinaire. Et merci Christopher et Marc. Et de toute façon, donc j'ai vos coordonnées. Je reviens vers vous pour vous envoyer cette présentation et puis pour vous proposer d'avoir un entretien plus personnalisé pour étudier votre projet. Donc voilà, donc à très bientôt. Et merci beaucoup. Au revoir. Tous, merci. Merci.